Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des sports d'hiver. Piste verte, je crois épisode numéro 7, je pense avant-dernier, avant les Jeux Olympiques, et le prochain sera avant-dernier ou antépénultième. Parce qu'il y aura également celui spécial, le championnat du monde handisport, qui va arriver semaine prochaine ou la semaine d'après. Et il y en aura encore un, mais avec beaucoup moins de contenu, vu qu'il y aura beaucoup moins de compétition déjà à partir de la semaine prochaine. Là, on est quand même sur la dernière ou avant-dernière grosse semaine de compétition au niveau des sports d'hiver. Donc 2 ou 3 avant les Jeux Olympiques, qui seront, donc, je rappelle, à partir du 4 février, donc dans une grosse dizaine de jours désormais. On va revenir sur toutes les compétitions de la semaine dernière, sur tout ce qui s'est passé, biathlon, ski alpin, combiné nordique, ski acrobatique. On fera un petit point sur le ski acrobatique parce que j'ai quasiment pas vu, hein. J'ai vu qu'une épreuve de ski de boss et rien d'autre. On parlera du patinage artistique également, il y avait les championnats d'Europe. Et on terminera avec le bobsleigh où c'était la fin de la saison traditionnelle. On a distribué déjà les globes pour le bobsleigh et le skeleton. J'ai pas regardé la luge, donc je vous parlerai pas de la luge, qui de toute manière intéresse un peu moins vu qu'il n'y a pas de français. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on commence tout de suite avec le ski alpin. Il y avait plusieurs épreuves cette semaine. Le calendrier est assez chargé en ce mois de janvier. On a parfois des épreuves en week-end et également en semaine. C'était le cas du côté de Schladming le 11 janvier. Où on avait un slalom et qui s'est imposé, c'est Mikaela Shiffrin devant Petra Vlhova et Lena Dürr. On est un petit peu sur les 3 les plus performantes du moment, on va dire les 3-4 performantes les plus performantes du moment. Je pense qu'aux Jeux Olympiques, on aura un duel Shiffrin-Vlhova pour le titre en slalom normalement. Derrière, on a Camille Rast, Chiara Mehr, Leona Popovic, Mina Forss-Holtmann et Laurence Saint-Germain, la Canadienne. Du côté des Françaises, Anastasia Noens est 16e. Et puis après, derrière, voilà. Non-qualification de Kenza Lacheb. Marie Lamure non plus ne s'est pas qualifiée. Donc un peu compliqué. En sachant qu'on ne voit plus parmi les Françaises. Alors peut-être qu'elle a quitté l'équipe de France A. C'est Dorian Escan qu'on ne voit plus. J'ai pas eu l'info, mais je la vois plus dans les résultats. Donc... je pense qu'elle ne fait plus partie de cette équipe de France A. En même temps, dans la Nescan, je crois qu'elle s'est qualifiée que très rarement en deuxième manche, voire quasiment jamais. Donc Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, ça sera le duel du côté du slalom. Et pour le globe également du slalom, parce que c'est un coup moi, un coup toi. On continue avec Wengen. Il y avait un super G du côté de Wengen et 2 descentes. Sur le super G, c'est Marco Odermatt qui s'est imposé devant Alexander Amott-Kilde. Pour 23 centièmes, Marco Odermatt qui domine en ce moment beaucoup de disciplines, notamment slalom géant, notamment le super G, c'est pas mal aussi. Il peut faire un razzia lui aux Jeux Olympiques parce qu'il est dans une forme incroyable. On a ensuite 3e Matthias Mayer, puis Romet Baumann, Dominique Paris 7 devant Christophe Inerhofer du côté des Italiens, Kretschmayr 9, un petit peu faiblard sur cette course-là, Kretschmayr, Loïc Meyer 15e, Johan Claret 18, Mathieu Bailey 26, en sachant, Nils Allègre 25, mais en sachant que dans cette discipline-là, c'est vraiment notre point faible. Le Super G, aujourd'hui, on n'a personne dans cette compétition. On a un Maxence Musaton qui est 47 et un Mathieu Fèvre 48. Et un certain qui se prépare également au Super Combiné, tout simplement. Donc, il faut se préparer à faire des descentes et du Super G pour avoir des repères au niveau de la vitesse, parce que ça sera encore une épreuve olympique. Et je rappelle que à part les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, maintenant pour avoir des combinés en Coupe du Monde, c'est beaucoup plus rare, voire quasiment impossible. Voire je crois qu'il n'y en a plus même des super combinés en Coupe du Monde de ski. On continue également, il y avait donc une descente, il y avait 2 descentes, une le 14 et une le 15 janvier, une qui a remplacé je crois même Bormio, qui avait été annulé. Et là, dans cette descente, on reprend un petit peu les mêmes, avec Amott devant Odermatt. Mais là encore, très impressionnant. Odermatt avoir une descente
pas la plus spectaculaire de l'année Wengen, mais avec un gros saut au départ, pas beaucoup de portions de plat, hein, on est sur du faux plat descendant, donc c'est plutôt, pour les non-descendeurs, c'est plutôt une piste intéressante. On retrouve ensuite Beat Feuz, Emmetsberger, Marx Franz, Matthias Meyer, donc 6e, Dominique Paris seulement 9, Carlos Janka quand même encore 11, Inehofer 13 également, et puis Johan Claret 14, le français, devant Nils Allègre 23 et Mathieu Bellet 31, Nicolas Raffort 35, Mathieu Bellet qui était parti parmi les premiers dossards, donc c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas réussi à en profiter pour claquer une belle performance ce jour-là. Sinon pas de grandes surprises, hein. Les meilleurs sont devant. Voilà, peut-être Kretschmayr un peu loin 12e, il perd un peu de temps. Kretschmayr, à un moment il fait une erreur sur le parcours. Le deuxième, là Kretschmayr n'a pas fait d'erreur pour cette deuxième descente devant Beat Feuz et Dominique Paris. On a Marco Odermatt qui est encore là, hein. Marco Odermatt il est présent partout. Matthias Mayer quitte un peu plus loin, il est 7. Et les Français, ça a encore été très compliqué pour les Français avec un Johan Claret 18, un Nils Allègre 23, Mathieu Bellet 27 et Maxence Musaton 35 devant Blaise Guy Zandané 38 et Nicolas Raffort 45e, et Carlo Janka lui a fini 47e à 17 secondes, mais il a fait une grosse erreur sur le parcours. Voilà. Donc on peut voir que au niveau de la descente, je trouve que c'est très ouvert, hein, pour ces Jeux Olympiques. Et puis il faut toujours se méfier des descentes dans les pays asiatiques, parce que souvent il n'y a pas énormément de pentes. C'est une neige aussi qui est atypique, parce qu'on sera sur une neige artificielle. Donc pour la descente, ça peut vraiment handicaper certains spécialistes. On continue avec le slalom de Wengen, parce qu'on a fait une grande partie de la semaine à Wengen. Et là, c'est Lucas Braten qui s'est imposé devant Daniel Yule et Giuliano Razzoli. Clément Noël seulement 8e, derrière Loïc Meillard, Alexis Pinturo 9e, devant Marco Schwartz et Michael Matt. Ça a été une course assez surprenante avec un top 3 qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Henrik Kristoffersen qui est éliminé après la deuxième manche, Hirschbull pareil, donc il y a eu des petites surprises dans cette épreuve. Zubicic également pas qualifié, et puis beaucoup de concurrents qui n'ont pas fini la première manche, et puis il y a eu des impasses également, hein, de certains concurrents avant cette épreuve. Donc une manche assez surprenante au niveau des résultats, notamment il n'y avait pas Marco Odermatt qui a décidé de prendre un peu de repos. Il faut également se ménager avant les Jeux Olympiques, qui je rappelle sont dans une quinzaine de jours. Donc il faut maintenant commencer à faire des petites impasses, surtout qu'Odermatt, il a quand même une marche phénoménale au niveau du classement individuel. Il y avait également de la descente chez les filles, c'était du côté de Zo Shenzhe. Descente très spectaculaire en Autriche, et c'est Lara Gut qui s'est imposée, Lara Gut qui était de retour devant Kira Weidle, l'allemande, pour 1/10 seulement entre les deux. Et puis on a Ramona Zibanhofer à 4/10. Ensuite on retrouve Nadia Delago, Federica Brignone, hein, les italiennes qui sont toujours très présentes. Marie-Michel Gagnon également 5e, belle performance de la canadienne. Parmi la surprise, c'est la chute très spectaculaire de Sofia Goggia, qui au final n'a pas eu de séquelles, ce qui semble assez incroyable. Surtout, alors, en fait elle chute pas fort au niveau de la tête et au niveau de l'épaule, on va dire. Par contre, elle rentre dans les filets de protection, les skis en premier, et ça au niveau du genou, c'est normalement mortel. Et il semblerait, selon moi, les informations que j'ai vues, qu'elle n'ait pas de séquelles au niveau des genoux. Il faut savoir qu'elle a fini la descente, après sa chute, elle est repartie. Donc assez surprenant. Parmi les surprises, on peut dire qu'il y avait quand même Petra Vlova qui est venue. Là encore, pour se préparer pour le combiné, elle a fini 26e, juste derrière Wendy Holdener. Laura Gaucher, 22e la française, derrière Romane Miradoli 20e. Mais les françaises, à part Tessa Worley, encore une fois, ça sera compliqué d'être présent sur d'autres disciplines. Et puis il y avait également un super G. Et là, Federica Brignone s'est imposée devant Corinne Sutter, Ariane Redler, Marta Bassino, Laura Gaucher et Tessa Worley 5
5e à égalité. Alors Laura Gaucher, bon, pourquoi pas sur un super G, c'est vrai, mais faut vraiment miser sur tes savoir-les au niveau de la médaille et des meilleurs résultats. Laura Gaucher peut-être pour un top 10, mais faut pas prendre de risques. La surprise, c'est de voir Lara Gut un peu loin 10e. Roman Miradoli était quand même 15e, Cara Weidel 16e, l'allemande, Petra Vlhova 18. Et puis Wendy Holdener 24e aussi, assez loin. Holdener, elle est quand même sur une petite forme depuis quelques semaines. Wendy Holdener. On avait également une autre Française, Camille Serrotti, qui finit 37e. Et Tiffany Gauthier, elle, n'a pas terminé cette épreuve. La Française, ce qui est toujours un petit peu inquiétant à quelques jours des Jeux Olympiques. On passe au classement des différentes Coupes du Monde. On commence par les garçons, comme je vous disais, qui est Marco Odermatt largement devant. Kiel 2 est 2e, Matthias Meyer 3e, Kretschmayr 4, Beat Feuz 5. On voit que les descendeurs sont remontés dans ce classement. On retrouve ensuite Alexis Pinturo, Dominique Paris, Manuel Feller et Henrik Kristoffersen. Loïc Meillard complète ce top 10. On va regarder le classement du côté des filles, où là aussi, les descendeuses vont remonter dans le classement. En tête, toujours Shiffrin devant Vlhova, qui a quand même accumulé des points et tenté de prendre quelques points en descente et en Super G. On retrouve ensuite Sofia Goggia, donc la chute lui coûte quand même cher. Derrière, Sarah Hector, Brignone, Lara Gut, Zibwenhofer, Wendy Holdener, qui en ce moment plafonne au niveau des résultats 8e, Michel Guézine 9e, et Mo Winkeld est 10e. La première française, c'était Savoir-les, qui est 11e. La deuxième française, il faut aller bien plus loin dans ce classement, c'est Laura Gaucher, elle est 40e. On passe au saut à ski. Avant au combiné nordique, avant le saut à ski. Du côté du combiné nordique, on allait du côté des Klingenthal pour la Coupe du Monde. C'était sur un 140, un HS 140, donc un gros centoir. Et pour la première épreuve, c'est Johannes Lamparter qui s'est imposé avec 100, avec 3 dixièmes d'avance sur Christian Ilves, l'Estonien. On a ensuite Ryota Yamamoto, Julian Schmidt, Takito Watabe, Erik Frenzel. Mario Zaidel est 8e notamment, et Grabak 9e devant Manuel Feist. On peut quand même noter, je trouve, que Frenzel... c'est quand même pas la folie en ce moment sur les skis, alors, ce qui était pourtant sa spécialité avant, mais il finit quand même à 17 secondes alors qu'il avait fait plutôt des très beaux sauts, l'Allemand. Du côté des Français, je crois qu'on a fait Edgar Vallée 43e, Marco Ennis 45e, mais Laurent Müllenthaler a fait l'impasse pour se préparer pour les Jeux Olympiques. On avait une deuxième épreuve à Klingenthal le 16 janvier. Là, c'est encore Johannes Lamparter qui s'impose devant Christian Ilves, mais avec une marge de 8 secondes 4. On retrouve ensuite Franz Josef Rell, Grabak, Espen Andersen, Ryota Yamamoto, Vicens Geiger, Johannes Rydzek, Akito Watabe et Julian Schmidt. Là encore, Frenzel seulement 16e. Là aussi, un peu de déception. Pareil pour Terence Weber ou Mario Zaidel. 25e, l'Autrichien. Donc voilà. Et puis les Italiens, nulle part aussi en termes de performance, alors qu'il y a eu un grand niveau du côté de cette école italienne. Du côté des Français, Edgar Vallée 38e, et Marco Ennis n'a pas fini car on lui a pris un tour lors de l'épreuve de ski de fond, ce qui fait que il a été sorti de la course à ce moment-là. Du côté de la Coupe du Monde, chez les garçons, c'est Johannes Lamparter qui est toujours en tête avec 100 points d'avance pour le moment sur Rieber. Geiger est 3e, devant Frenzel, Terence Weber 5e, Christian Ilves remonte au classement, il est 6e, Watabe 7, Julian Schmidt 8, Grabak 9 et Yamamoto 10e. Surprise également de voir Rydzek seulement 13e de ce classement notamment. Et le premier français, c'est Laurent Müllenthaler qui est 22e. On passe au saut à ski. Il y avait une épreuve par équipe du côté de Zakopane. Pour les filles, normalement, on devait concourir au Japon, mais l'épreuve a été annulée. Et du côté de Zakopane, sur un 140 également, c'est la Slovénie qui s'est imposée avec notamment Lovro Kroos, Peter Plevech, Timidac et Hanze Lanisek. On rappelle la Slovénie, grande terre de saut à ski, je le dis toujours, mais Primoz Roglic a commencé par le saut à ski, le grand cycliste. Avec une grosse marche quand même sur les Allemands, notamment avec Esten Bichler, Geiger, Laye et Freund. On a également le Japon qui finit 3e avec Sato,
Les deux frères Kobayashi et Nakamura, Autriche 4, Norvège 5, notamment Granerud, et la Pologne 6e. 9 pays seulement au départ, dont le Kazakhstan qui, en termes de performance, est quand même extrêmement loin. Ça serait bien de retrouver d'autres pays au niveau du saut à ski, parce que c'est un peu inquiétant en ce moment, le niveau international du saut à ski. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 pays, et puis ensuite derrière, il n'y a plus personne. Il y avait également une épreuve individuelle sur ce même sautoir, et là c'est Mariusz Lidwig qui s'impose devant Karl Geiger avec 294.6, qui est un beau score. Surtout le deuxième saut, il a fait 151.2 en termes de points, donc c'est-à-dire un très beau saut. Devant donc Karl Geiger, on a ensuite Ansel Anisek, Ryuyu Kobayashi, le vainqueur de la tournée des 4 tremplins, Tschofenig, Huber, Payer, le Suisse qui retrouve un petit peu des couleurs, Jan Earl et Bichler 10e, un peu plus loin, Leprevec 12 et 13, Lovro 16e, Piotr Zila 17e, Séverin Freud 20e, et puis Granerud 25, contre-performance un petit peu, comme pour Stéphane Layeux, qui prend seulement la 31e place, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu participer au deuxième saut, il a été éliminé après le premier saut, donc il a fait le saut de qualif et le deuxième saut, mais ensuite il a été éliminé car on ne prend que les 30 premiers pour faire le deuxième saut. Du côté de la Coupe du Monde, eh bien c'est Kobayashi qui est en tête avec 941 points, c'est-à-dire une quarantaine de points d'avance sur Karl Geiger. On retrouve ensuite Mariusz Lidwig, Granerud, Bichler, Anisek, Jan Earl, Kraft, Payer, Huber. Pour le top 10 de ce classement, Piotr Zila est 19e notamment, Tschofenig est 24e, Prevec 27e dans ce classement. Il n'y a pas de Français, je rappelle, présent dans ce classement, ce qui est quand même là aussi très inquiétant pour le niveau du saut à ski français. On passe désormais au ski acrobatique. Du côté du ski acrobatique, on avait notamment du ski de boss pour les garçons. Le ski de fond, non, il n'y en a pas. Du côté du ski de boss, le 14 et 15 janvier, on avait 2 épreuves à Nakiska. Daniel Moberg et Kevin Dury ont pris les 2 premières places de cette première compétition, et Christophe Mayer et Florian Wulsan ont pris les 2 premières places de la deuxième journée. C'était du ski cross, j'ai dit ski de boss, c'était ski cross. Les Français n'ont pas été en grande réussite sur cette épreuve. On continue. Et il y aura encore une manche du côté de Hydré, donc le 22 et 23 janvier, dont on reparlera la semaine prochaine. Du côté des boss, Kingsbury s'est imposé à Deer Valley devant Orishima et Sugimoto, et Orishima et Kingsbury ont inversé leur position pour l'épreuve numéro 2, et là c'était les dernières courses avant les Jeux Olympiques, car on n'ira pas du côté de Chiesa, et on n'aura qu'une seule épreuve pour finir cette saison de ski de boss, ça sera à Megève normalement le 19 mars pour cette épreuve. Du côté des bosses parallèles, là, il n'y a pas eu d'épreuve. Du côté du saut à ski, du saut acrobatique, Wang Zindi s'est imposé à Deer Valley. Là, il y aura encore 3 épreuves pour la Coupe du Monde, notamment on terminera à Chimbulak au Kazakhstan. Le halfpipe c'est déjà fini depuis longtemps. Le slopestyle c'était la dernière épreuve du côté de Font-Romeu avant les Jeux Olympiques, et c'est Andriy Raggeti qui s'est imposé devant Ben Barclay et Edouard Termio, en sachant qu'en ce moment il y a également les X Games, donc tout le monde n'était pas présent à Font-Romeu. Il y aura encore 3 épreuves, notamment Tignes le 12 mars prochain, après les Jeux Olympiques. Du côté du Big Air, c'est déjà fini. Du côté du ski cross féminin, Sandra Naisloun qui domine complètement du côté de Nakiska. Devant Fanny Smith et Marielle Thompson, les 2 secondes. Les Françaises un peu plus en difficulté. Du côté des bosses, on était du côté de Deer Valley, et Perrine Lafont a remporté la première course à Deer Valley devant Kavanouara et Jacquarin Anthony. Par contre, elle a fini 3e de la deuxième course, derrière Anthony, 2e, et Kavanoura qui a cette fois remporté la course. Et là aussi, on terminera la saison en France du côté de Megève. Donc, c'était la dernière épreuve avant les Jeux Olympiques. Les bosses parallèles, là ça sera aussi Megève pour la fin de saison. Les sauts, on était du côté de Deer Valley, c'est Laura Pil qui s'est imposé devant Kong Fan Yu et Anna Uskova. Du côté du halfpipe, on en avait déjà parlé, je pense. Du côté du slopestyle, du côté des filles, c'est Tess Le 2 qui s'est imposé du côté de Font-Romeu devant Tatalina et Lara Wolf. Tess Le 2 qui pourrait être une chance de médaille du côté des Jeux Olympiques de Pékin. Et là aussi, il y aura encore 3 courses, 3 compétitions après les Jeux Olympiques. Et il ne faudra pas non plus négliger Tess Les 2 en Big Air. Il y a des possibilités.
Et ben voilà, je crois qu'on a tout fait du côté du ski. On continue avec le biathlon. Il y avait sprint, poursuite et relais du côté de Ruhpolding en Allemagne. Il y avait un sprint féminin. La première course a été remportée par Elvira Heuberg assez facilement face à Martha Olsbu, Reuseland et Dorothea Virer, avec un 0 faute pour Elvira Heuberg. Et ça, on l'avait dit, le jour où elle fera un 0 faute, elle est au-dessus au niveau des skis. Elle colle quand même 21 secondes à Martha Olsbu, Reuseland. La première française, c'est Justine Brezaz qui fait une faute. Elle a quand même fait un très bon temps de ski, Justine Brezaz, parce qu'avec une erreur, sans erreur, je pense qu'elle était au niveau de Martha Olsbu, Reuseland. Donc vraiment un très gros chrono sur les skis. Le problème, c'est l'erreur. L'erreur, ça lui coûte 20 secondes. Le tour de pénalité devant Lisa Teresa Hauser. Anaïs Bescon, aussi très forte au niveau du tir, ça a toujours été le cas, mais au niveau du temps de ski, c'est un peu mieux qu'à certains moments. Et puis on retrouve Anna Heuberg, par exemple, 11e. Anaïs Chevalier, 14. Chloé Chevalier, 16. Avec une erreur pour les deux sœurs Chevalier. Thierry Lecoff, 19e avec un 8 sur 10. Julia Simon, elle a fait un 7 sur 10. Et des erreurs sur le tir debout, ce qui est un peu plus rare pour Julia Simon du côté de la française. On continue avec le sprint masculin et la démonstration de Quentin Fillon-Maillet qui s'impose avec 7 secondes d'avance sur Bénédicte Doll. Quentin Fillon-Maillet, il est sur un rythme fourcadiesque en ce moment dans cette Coupe du Monde de biathlon. Il est vraiment au-dessus en termes de niveau. Donc devant Bénédicte Doll, Anton Smolski, 3e, qui a fait un beau chrono. Le Bélorusse qui a fait une bonne semaine du côté de Ruhpolding, on va en reparler un peu plus tard. Surprise de voir Strolia, le Lituanien, 4e, il a fait un sans faute. Eric Lesser, 6e. Éric Perrault, premier sans faute de sa carrière, 8e. Devant Simon Détieux, les 8 et 9. C'est bien ce qu'a fait Éric Perrault. Simon Eder, 12e, Lucas Hofer, 16e, et puis Florent Claude, 27e, le Belge. Je remonte un petit peu le classement. Fabien Claude, lui, 37e avec un 7 sur 10. Et Antonin Guigona, 50e également avec un 7 sur 10. En ce moment, Antonin Guigona, il y a vraiment un manque de rythme. Je suis assez inquiet pour lui dans les semaines à venir. Dans sa capacité à être performant vraiment aux Jeux Olympiques. S'il va aller aux Jeux Olympiques, c'est un peu la grande question que je me pose. On continue avec les relais, le relais féminin qui s'est imposé avec l'équipe de France, qui a été performante avec seulement avec 4 balles de pioche. Elle s'impose devant la Suède avec 2 balles de pioche seulement pour la Suède, donc belle performance. Et les Russes 3e, les Allemandes 4e, avec notamment un tour de pénalité pour les Allemandes devant le Bélarus. Donc voilà, belle performance des Françaises dans cette course. On continue du côté des garçons, ça a été plus compliqué. Notamment avec un tour de pénalité, un tir couché très compliqué pour les Français qui terminent 5e. Mais on a vu le niveau de performance de Quentin Fillon-Maillet également et de Émile Jacquelin, toujours aussi rapide, parce qu'avec autant d'erreurs, on finit qu'à une 15. Derrière, l'Italie, la Bélarus, l'Allemagne et la Russie. Et surtout, on finit devant la Norvège. Ça a été de toute manière un relais masculin très surprenant. La Norvège qui ne finit que 7e, avec 10 balles de pioche, 0 tour de pénalité, mais 10 balles de pioche. Et puis surtout, ils ont pris énormément de temps à tirer. Et ça leur a coûté beaucoup de temps, surtout que le tir n'était pas parfait. Donc la France 5e avec un Éric Perrault aussi qui a pris beaucoup de temps pour tirer et qui a eu du mal sur son tir couché à mettre la dernière cible. On passe aux poursuites. Il y avait la poursuite féminine, 10 km, et là c'est Martha Olsbu Reuseland qui s'est imposée devant Elvira Heuberg et Anna Heuberg, les deux sœurs sur le podium. Ensuite Anaïs Bescon, 4e, là encore une seule erreur. En ce moment elle est très en confiance sur son tir. Julia Simon, 8e, devant Justine Brezaz, 3 erreurs. Justine Brezaz, c'est toujours un petit peu son problème. Anaïs Chevalier, 16e avec 4 erreurs. Donc avec 4 erreurs, elle arrive quand même à être 16e, c'est pour vous dire, avec quand même une belle qualité sur les skis. Et puis Chloé Chevalier, 22e du côté de cette course.
Et je termine avec la poursuite masculine. Et là, nouvelle démonstration de Quentin Fillon-Maillet avec 2 erreurs qui s'imposent devant Logimov qui a fait une belle remontée. Dossard 32, Logimov. Donc au départ de cette poursuite, c'est-à-dire qu'il avait la 32e place du sprint. On retrouve ensuite Anton Smolski, Simon Détieux également 4e. Devant le Lituanien Strolia qui a fait une belle course encore. Samuelson 7e. Parmi les autres Français, Fabien Claude 12e avec 3 erreurs. Lucas Hofer toujours collé au niveau des skis et en plus quand le tir passe pas c'est compliqué. Emilien Jacquelin 20e avec 2 erreurs sur son tir couché. Et puis les autres Français ont fini un peu plus loin. C'était une course à voir Antonin Guigona 36, Eric Perrault 37 avec 4 erreurs pour Perrault, 3 pour Guigona. Toujours un petit peu en bagarre l'un contre l'autre pour la dernière place aux Jeux Olympiques. Je pense que ça jouera certainement cette 4e place. Peut-être entre eux deux, peut-être que les deux même seront éliminés, puisqu'il y a également Simon Détieux qui est un peu devant. Du côté du classement général chez les filles, c'est Marthe Holzbourg-Holzeland qui est en tête devant Elvira Auberg, Alim Bekava, Lisa Teresa Hauser, Anna Auberg, Anna Zola. Justine Brezaz est 7e devant Davidova, Bescon est 9e, Vireur seulement 10e, mais le début de saison lui coûte énormément, et puis Julia Simon. Anneli Chevalier, je trouve que Dorothea Vireur sur les skis, c'est toujours pas ça. Quand même, avant elle avait une marche sur les skis, là c'est compliqué. Puis Chloé Chevalier 27e. Du côté des garçons, Quentin Fillon-Maillet toujours en tête avec 100 points d'avance sur Jacquelin. On retrouve ensuite Sébastien Samuelson, Tarier-Beu et Loginov. Ensuite, Détieux est 9e, Fabien Claude est 12e. Et donc, Tonin Guigona est 27e seulement, le français. Et pourtant, il a repris quelques positions quand même. On passe au patinage artistique. C'était les championnats d'Europe de patinage artistique. J'ai vu tous les programmes libres. J'ai pas vu les programmes courts, mais j'ai vu les programmes libres. On va commencer du côté des garçons avec Marc Kondratiuk, le russe, qui s'impose devant Daniel Grassel et Denis Vassiliev. La surprise, c'est les programmes libres de Mozalev et Semenko qui ont été très mauvais sur leur programme libre, alors qu'ils avaient fini premier et troisième du programme court. Voilà, ils ont vraiment souffert, les Russes, sur le programme libre. Au moment où ils sauvent, on va dire, la maison russe, parce que perdre un titre pour les Russes en patinage artistique, c'est quand même une grosse déception. Kevin Emos, certes, termine 7e en prenant la 4e place du programme libre, ce qui est plutôt pas mal pour le français, surtout ce qu'on avait vu du français ces derniers temps. Et puis le monégasque David Eton Brain qui finit 20e avec un 190-67. Et je regarde, il n'y avait pas d'autres Français au départ de cette compétition. On continue avec les filles. Du côté des filles, là les Russes ont fait un carton plein et puis domination des Russes. Valieva qui s'impose 259,06. Elle a fait une démonstration. La moitié des mecs sont pas capables de faire son programme en termes de points au niveau technique, ce qui est quand même phénoménal, avec un enchaînement de quadruples, des quadruples avec combinaison avec quadruple, triple, ce qui est quand même fantastique, ce qu'elle est capable de faire devant Sharbakova. Et Troussova, c'est dommage, Troussova, beaucoup de quadruples, mais beaucoup de chutes aussi dans son programme, ça lui a coûté des pleins. 4e place pour la Belge, la surprise du chef, c'est Loena Hendricks, plus en difficulté sur le programme libre, mais elle fait quand même une 5e place sur le libre, malgré une chute, donc je pense que sans la chute, elle pourrait prendre la 4e place du libre. Et 2e du programme court. Et du côté de notre française Léa Serna, elle finit 12e avec 171 points, trop d'erreurs sur le programme libre pour avoir plus de points. C'est dommage, son programme libre vraiment qui lui coûte pas mal de points pendant cette compétition. On continue avec les programmes en couple. Et là aussi, triplé russe du côté des couples avec Michina Galiamov devant Tarasova Morozov, les légendes Tarasova Morozov pour 3 petits points. Et puis ensuite, Boykova, Kozlovski, 3e. Moi, j'ai préféré le programme de Tarasova et Morozov par rapport au programme de Michina et Galianov au niveau du programme libre. Voilà, je trouve que c'était plus spectaculaire pour ma part, je trouve. Ensuite, on retrouve des Géorgiens, Safina et Berulava aussi, avec un beau programme, je trouve. 4e, qui sont meilleurs des autres, parce que derrière, il y a un gros niveau. 2 paires françaises étaient au départ.
Camille Kovalev et Pavel Kovalev finissent 14e, notamment avec un programme libre qui leur coûte pas mal de points. C'est dommage. Il y avait également une autre paire française, c'était Colline Kerven et Noël Antoine Pierre, qui eux finissent seulement 17e et n'ont pas pu participer au programme libre car seuls les 16 meilleurs pouvaient faire le libre. Et puis du côté de la danse sur glace, qui est un petit peu notre discipline favorite, du côté de la France, là encore, je rappelle que Papadakis et Cizeron n'étaient pas présents dans cette compétition. Ils se cachent un peu avant les Jeux Olympiques. Et donc, c'était Sitsina et Katsapov qui se sont imposés devant Stepanova et Bukin et Guignard et Fabry, les Italiens. Les premiers Français sont Lopareva et Brissot qui sont 9e. Dommage, là aussi, quelques points de perdus sur leur programme. Et puis, on a également Loïcia Demougeot et Théo Le Mercier qui, eux, finissent 16e de cette épreuve du côté de la danse sur glace. Donc, du côté des Français, à part Papadakis, Cizeron, ça sera compliqué d'avoir un top 5 du côté de ces Jeux Olympiques en patinage. On continue avec la dernière manche de Coupe du Monde de bobsleigh et de skeleton. C'était du côté de Saint-Moritz en Suisse. Et du côté du skeleton féminin, c'est Jacqueline Naracotte qui s'est imposée devant Kimberly Boss et Mirella Raneva. Pas de française au départ. Faut savoir qu'il y a une française qui a obtenu son billet pour les Jeux Olympiques mais qui ne participera pas aux Jeux Olympiques. Petite polémique du côté de la Fédération des sports de glace, mais c'est pas comme si on savait que la Fédération des sports de glace ne se concentrait que sur le patinage artistique depuis 25 ans. Du côté des garçons, c'est toujours Martin Doucourt sur le laiton qui s'impose devant Alexandre Gassner et Christophe Grotter. Les deux concurrents allemands. Il y avait un Français, Lucas Desfayet, qui finit seulement en 31e, donc c'est-à-dire dernier de cette compétition à 2 secondes 41. C'est-à-dire qu'en Formule 1, le dernier, il n'est pas à seulement 2 secondes 41 des leaders, mais je rappelle que 2 secondes 41 sur une minute d'effort, donc ça fait quand même un peu beaucoup pour Lucas Desfayet. Sur un temps de qualification, 2 secondes, vous êtes quand même loin. Du côté du bobsleigh A2, encore une victoire de Francesco Friedrich, l'Allemand, avec cette fois-ci Margis Thorsten, son pousseur devant Justin Krieps et Stone Kams et Johannes Lorner et Florian Bauer qui finissent 2e. Nos Français, Romain Rich et Lionel Lefebvre qui font 11e à 1 seconde 24. Plutôt une bonne performance de la part des Français au niveau de l'écart en temps. C'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Pour cette épreuve-là. On continue avec le bob à 2 féminin. Kelly Kikim et Lisa Brusvik qui s'imposent devant Mariana Jamanka et Kira Liperay 2 et Laura Nolte et Lévi Deborah seulement en 3e, mais c'est 3e à 7 centièmes au niveau du chrono, donc triple allemand, devant Kelly Humphries et Sylvia Hofnaf à 9 centièmes aussi. Donc vraiment une épreuve très très serrée. Du côté des Françaises, elles n'étaient pas présentes sur cette épreuve de Coupe du Monde. Et puis on termine avec le bob à 4. Et la victoire des Lettons, Oscar Kibermanis, notamment Davis Pringis, Mathis Miknis, devant Francesco Friedrich. Alors la première défaite, je crois, de la saison pour Francesco Friedrich sur le bob à 4. Ensuite, on a les Russes de l'équipe de Gaitukevich qui sont 3e. Et du côté des Allemands, 11e également, avec 1 seconde de retard pour Romain Rich, Thomas Delmestre, Lionel Lefebvre et Jérôme Laporal dans cette équipe, en sachant que Laporal, je crois, sera remplaçant au niveau des Jeux Olympiques. On termine avec les classements pour la Coupe du Monde. En bob à 2 masculin, Friedrich s'impose largement devant Justin Crisp et Gaitukevich. Les Français finissent 10e avec Romain Rich. Du côté du bob à 4, que ça s'affiche rapidement, respect, c'est Francesco Friedrich devant Justin Krieps et Gaitukevich également. Romain Rich, là, dans ce cas-là, est 13e. Du côté du bob à 2 féminin, Elena Taylor-Meyer s'impose devant Laura Nolte, qui, je rappelle, est encore junior, et Kelly Kikim également. Les Allemandes sont juniors, j'avais oublié de le préciser ça. Notre Française, Margot Bosch, est 23e avec 344 points, en sachant qu'elle n'a pas participé à l'entièreté de cette Coupe du Monde. Et puis du côté du monobob,
Là également, c'est Elana et Taylor Meyers qui s'imposent devant Kylie Humphries, Cynthia Appia et Christine De Bruyne. Notre Français Margot Bosch finit 25e. Et en skeleton, pour finir, skeleton féminin, c'est Kimberly Boss qui prend le globe devant Janine Fioc et Elena Nikitina. Notre Française Agathe Bessard finit 24e. Alors, elle n'a pas fait les 2 dernières épreuves de Coupe du Monde, où elle était en Coupe d'Europe, et elle a remporté une Coupe d'Europe, je rappelle, où elle a été sur le podium, des Coupes d'Europe, mais ce qui était une première dans l'histoire de la France. Et puis du côté des garçons, c'est Martine Doucourte qui s'impose devant Alex Young et Christopher Grotter. Le premier français n'est pas... c'est Lucas Desfayet, 24 points. Il est 44e de ce classement, donc dans les derniers. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera encore de biathlon, notamment du côté de Antols, en Italie, Anterselva. On aura également du ski alpin encore, avec notamment Kitzbühel. On reviendra sur Kitzbühel. Et puis, il y aura du ski acrobatique. Il y aura peut-être de la luge. Cette fois-ci, cette semaine, on essaiera de revenir sur la luge. Du patinage avec la tournée, les finales des compétitions de Coupe du Monde. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, la tournée des 4 nations, je crois, ou des 4 continents. Je crois que c'est les 4 continents. Donc voilà, pour le patinage. Et puis, je crois qu'il y a aussi du patinage de vitesse. Enfin, voilà, quelques belles compétitions qu'on suivra et dont je vous relaterai les résultats dans une prochaine vidéo. Et puis également les championnats du monde handisport où il y avait 2 biathlons, le snowboard, le ski alpin et également le ski de fond. Donc tout ça au même endroit, c'était du côté de Lillehammer. Et bien voilà, ciao ciao sur l'Amérique Production.